Voici l'Irlande, un pays doté d'une économie réelle et d'une économie fictive. L'économie fictive ressemble à l'une des plus riches du monde. Elle n'est devancée que par le Luxembourg dans le classement du FMI des pays en fonction de leur PIB par habitant, et par des économies comme la Suisse, la Norvège, Singapour et les États-Unis, auxquelles on attribue plus souvent le genre de succès économique qui leur vaudrait véritablement ce classement. Pendant la majeure partie de son histoire, en tant que nation indépendante, l'Irlande a souffert d'une grande pauvreté et de multiples effondrements économiques. Mais au cours des 2 dernières décennies seulement, elle est devenue l'économie majeure la plus riche du monde. C'est du moins le conte de fées. Même si les économistes adorent les histoires de retournement de situation, ou à tout le moins les pays qui viennent de se doter d'une multitude de ressources naturelles, l'Irlande n'était pas du tout dans cette situation. Cette économie fictive n'est en fait que le résultat d'une comptabilité très créative qui a fait du pays une destination prisée par les multinationales pour y placer leur argent et repousser l'échéance du paiement des impôts. Les paradis fiscaux n'ont rien de nouveau, mais l'Irlande est un peu différente parce que ces chiffres farfelus s'accompagnent d'une économie réelle avec de vraies entreprises, de vrais travailleurs et une vraie appartenance à l'Union européenne. L'interaction entre l'économie fictive avec ses milliers de milliards délocalisés et l'économie réelle est une étude de cas fascinante sur les avantages et les inconvénients d'être un havre de paix pour les entreprises internationales. D'une part, le gouvernement et les grands cabinets comptables feront valoir que cette industrie crée des emplois à haute valeur ajoutée, fait du pays un centre d'affaires comme Singapour, Hong Kong ou New York, et continue de rapporter des recettes fiscales importantes, car une petite tranche d'1 billion de dollars est plus importante qu'une grosse tranche de quelques simples milliards. D'un autre côté, construire une économie sur ce qui n'est guère plus qu'un tour de passe-passe comptable est intrinsèquement instable, et ce faisant, le pays risque d'empêcher de vraies industries de se développer, tout en énervant franchement la majeure partie du reste du monde avec ses manigances. Donc, comment l'Irlande a-t-elle utilisé les failles du commerce international pour devenir l'une des économies les plus riches du monde, même si ce n'est que sur le papier? À quoi ressemble l'économie réelle de l'Irlande aujourd'hui? Et surtout, cette fausse économie rapporte-t-elle des avantages tangibles aux vrais citoyens irlandais? Pour bien comprendre ce pays, il faut d'abord se pencher sur l'état de l'Irlande avant la fantaisie actuelle. Pendant la majeure partie de son histoire, l'Irlande a été considérée comme une nation en proie à la maladie, à la famine et à une production exigeante qui laissait la plupart de ses citoyens dans un cycle perpétuel de famine. L'événement le plus marquant a sans doute été documenté au cours de la période de 7 ans appelée Grande Faim. Des difficultés économiques préexistantes, associées à un agent pathogène végétal mortel, ont entraîné la mort d'1 million de personnes, soit selon la plupart des observateurs 11% de la population totale. Au début du XXe siècle, encore sous le choc de décennies de pertes, le peuple irlandais s'est insurgé contre l'hégémonie britannique, ce qui a abouti à la partition connue sous le nom de Government of Ireland Act, loi sur le gouvernement de l'Irlande, une décision prise en vertu de la loi britannique en 1922 qui a vu l'Irlande du Nord rester au sein du Royaume-Uni et le reste gagner l'indépendance. Bien que la victoire politique ait été célébrée, l'économie irlandaise est restée paralysée pendant des années, car le pays possédait très peu de ressources naturelles et la révolution industrielle, qui a permis à la plupart des États d'Europe occidentale d'entrer dans la nouvelle ère, n'était pas un luxe que les citoyens irlandais pouvaient s'offrir. Des troubles sociaux permanents associés à une politique inefficace ont fait ressembler l'île à une relique agraire, ce qui a incité de nombreuses personnes à l'appeler l'homme malade de l'Europe. L'agriculture de subsistance largement répandue et les traditions qui répartissaient les terres de manière égale ont fait ressembler l'Irlande à une commune de troc plutôt qu'à un participant légitime à la nouvelle économie mondiale industrialisée. En fait, le conflit qui a permis à l'Irlande d'obtenir son indépendance n'a fait que retarder encore davantage la croissance économique du pays. Si l'on ajoute à cela les tensions persistantes avec son seul voisin, on obtient un État tragiquement incapable de voler de ses propres ailes sans quémander une aide financière. La Grande Dépression, comme on peut déjà le supposer, n'a fait qu'empirer les choses. C'est à ce moment-là que les Irlandais ont commencé à se tourner vers l'extérieur pour trouver une solution à la crise en cours. C'est alors qu'ils ont commencé à étudier la toute nouvelle Union soviétique, une nation dont la politique isolationniste l'a isolée des pressions extérieures de ses voisins européens. Il faut reconnaître qu'au cours des premières années de l'URSS, l'Union a fait d'énormes progrès industriels. Elle avait bien sûr d'autres problèmes internes plus urgents, mais son industrie à cette époque était très impressionnante. Fort de cette leçon, le gouvernement irlandais a rapidement pris le contrôle de toutes les industries et coupé la plupart des liens commerciaux et d'investissement, avant de découvrir que c'était comme mettre un pansement sur la coque percée d'un cuirassé. La seule raison pour laquelle le système soviétique a pu maintenir un tel modèle aussi longtemps est qu'il disposait de ressources et d'une population massive.
N'ayant ni l'une ni l'autre de ces caractéristiques dans l'arsenal de l'État irlandais, et ayant pris une décision qui l'a exclu de la relance économique de l'après-Seconde Guerre mondiale, l'Irlande s'est tout simplement tiré une balle dans le pied une fois de plus. En 1958, l'Irlande s'est rendu compte que toutes les décisions prises jusque-là l'avaient conduite à la ruine. En réalité, sa situation était pire qu'au début de son indépendance. Il fallait changer quelque chose, et vite. Et c'est ainsi que l'Irlande a finalement réussi à faire bouger les choses. Grâce à la politique de développement économique mise en place par le Premier ministre Sean Lemass et l'économiste T.K. Whitaker, l'Irlande a privatisé les industries, encouragé les investissements étrangers et ouvert le commerce avec le monde industrialisé. La privatisation a fonctionné, et si quelque chose vaut la peine d'être fait, cela vaut peut-être la peine d'en faire trop. Aujourd'hui, du moins en théorie, le Fonds monétaire international, FMI, estime que le PIB par habitant de l'Irlande s'élève à 145 000 $, soit l'un des plus élevés au monde et près de 3 fois celui du Royaume-Uni. Là encore, sur le papier, sa croissance économique est également bien supérieure à celle de tous ses homologues européens, puisqu'elle s'élevait à 12,2% en 2022. La croissance est si forte que la petite île a réussi à sortir l'ensemble de l'Union européenne d'une récession qui semblait inévitable. Comment l'Irlande a-t-elle réussi à faire cela ? Après tout, l'Irlande n'a jamais eu la réputation d'être un monolithe dans le domaine de la finance. Et pourtant, les statistiques remarquables ont transformé l'Irlande, qui était considérée comme l'homme malade de l'Europe, en tigre celtique. C'est un développement que personne n'avait prédit. Et avec cela vient une bonne part de scepticisme, incitant chaque analyste à jeter un coup d'œil sur les chiffres. Et les chiffres ne mentent jamais. Pour commencer, la décision de l'Irlande d'adhérer à la communauté économique européenne dans les années 70 a eu des retombées positives à long terme. Le réseau couvre 4 millions de kilomètres carrés avec une base de consommateurs de près d'un demi-milliard de personnes. En 2018, le PIB de l'UE27 représentait 18,6% du PIB mondial. C'est bien beau, mais en quoi cela profite-t-il à l'Irlande ? Tout d'abord, le taux d'imposition sur les sociétés est incroyablement bas. Au milieu des années 90, l'Irlande indépendante a considérablement assoupli sa position, abaissant son taux à 12,5%, soit un taux encore plus bas que celui de son voisin britannique, 19%, un pays pourtant réputé pour être très favorable aux entreprises, du moins à l'époque. Cette stratégie de tandem permet aux entreprises internationales de s'installer sur place et d'accéder à ce marché par l'intermédiaire d'un pays membre très accommodant à leur égard. Aujourd'hui, ces entreprises ont également appris à ajouter une autre strate à la méthode du pays. Une strate qui est, en grande partie, responsable de l'illusion du PIB que nous connaissons aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle, par dérision, la stratégie fiscale double irlandaise. Une technique d'évitement employée par les grandes entreprises mondiales qui a fait de l'Irlande le paradis européen le plus rentable de l'histoire moderne. Pour faire simple, imaginons qu'un certain Mike possède une entreprise qui vend des biscuits appelés Chocomunch. Cette entreprise a connu un succès incroyable et a commencé à éliminer tous ses concurrents régionaux. Tout va bien pour Mike, mais l'un de ses magasins vend un lot avarié qui rend un client très malade. En conséquence, Mike doit payer les frais de justice et la victime a un accès direct à l'argent de son entreprise principale. Pour couronner le tout, le fisc lui souffle dans le dos de payer ses impôts. Cette situation effraie Mike au point qu'il commence à chercher des moyens de se protéger d'une faillite totale. Lors d'un appel avec un spécialiste, Mike apprend l'existence d'un petit pays qui servira de base pour conserver sa propriété intellectuelle, ses logos, ses brevets, etc., protégeant ainsi le cœur de l'entreprise ou la société mère de la faillite s'il doit faire face à d'autres fiascos à l'avenir. Mais ce n'est même pas la meilleure partie pour l'entreprise. Cette nouvelle base détenant la propriété intellectuelle bénéficie également d'un taux d'imposition beaucoup plus faible, ce qui résout tout le problème avec le fisc. Mike a donc suffisamment d'argent pour commencer à développer son entreprise de biscuits et placer ses magasins dans le monde entier tout en ajoutant une couche de protection entre sa société mère et son produit. Bien que cela puisse sembler assez compliqué, voici à quoi cela se résume. Si l'un des nombreux distributeurs de Mike fait l'objet d'un litige, il y a maintenant plusieurs titres de sociétés qui se tiennent entre lui et un autre client atteint d'une salmonelle mortelle. Une fois que toutes ces entreprises ont gagné de l'argent sur les marchés du monde entier, il peut leur faire payer une redevance par sa société en Irlande pour la propriété intellectuelle qu'elles ont utilisée pour fabriquer ces biscuits. Et cette redevance peut commodément être égale au montant exact de leurs bénéfices, ce qui signifie qu'elles évitent l'impôt sur les sociétés au niveau local et que l'ensemble de l'organisation le paie en Irlande et qu'avec quelques autres ajustements, ce taux d'imposition pourrait être rendu effectivement nul. Voici la grande question. Pourquoi le petit pays détenteur de la propriété intellectuelle se donnerait-il tant de mal pour aider Mike ? Eh bien, le petit pays qui sert de base de détention à l'entreprise de biscuits de Mike s'enrichit considérablement.
Sa participation à la chaîne d'approvisionnement est techniquement considérée comme une exportation de services pour avoir agi en tant qu'intermédiaire. Quelque chose qui est ajouté au PIB d'un pays lorsqu'il prétend être responsable de la production, ce qu'il peut faire parce qu'il détient la propriété intellectuelle, même si le pays en question n'a pas vraiment fait quoi que ce soit. C'est du double irlandais. C'est ce qui fait que la croissance du pays semble si bonne sur le papier. C'est exactement ce qui pousse des entreprises comme Google, Apple, Amazon et Pfizer à faire des affaires avec l'Irlande. En transférant la propriété intellectuelle, ou PI, à l'étranger vers l'Irlande, le pays agit comme un abri pour ces entreprises, les protégeant des taux d'imposition sur les sociétés de leur pays d'origine ainsi que de certains litiges en prime. Du moins, c'était le cas à son apogée. La meilleure explication concrète se trouve dans une audition au Congrès en 2013 avec Tim Cook, PDG d'Apple, qui utilisait, et utilise toujours, les codes fiscaux irlandais pour éviter le taux d'imposition sur les sociétés de 35% en vigueur aux États-Unis. Après avoir expliqué que l'entreprise paie techniquement ses impôts dans le monde entier, elle conserve ses revenus étrangers dans sa filiale irlandaise Apple Operations International. Comme celle-ci n'est pas résidente fiscale aux États-Unis, Cook et ses collègues ont fait valoir qu'ils respectaient toutes les réglementations. Le principal problème est que ce revenu d'exploitation ajusté, AOI, n'est pas non plus résident fiscal en Irlande, car il ne répond pas aux critères de résidence prévus par la législation irlandaise. En bref, Apple était toujours géré depuis l'étranger par une société de gestion située aux Pays-Bas. Cette situation, ainsi qu'un certain nombre d'autres complications, a conduit à la fin de la méthode de la double imposition irlandaise en 2015. Ce système existait depuis une dizaine d'années, mais la Commission européenne était désireuse d'y mettre un terme une fois pour toutes. Cela a déclenché une série d'événements au cours desquels l'Union européenne a commencé à poursuivre toutes les entreprises impliquées dans le système présumé. À première vue, il s'agirait d'une grande victoire pour le gouvernement irlandais, qui pourrait recevoir des milliards de dollars en impôts prétendument impayés, mais le pays et son gouvernement étaient très réticents à accepter l'argent. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Dans des circonstances normales, n'importe quel gouvernement dans le monde accueillerait favorablement un peu d'argent facile, surtout lorsque 26 autres nations l'encouragent. Mais comme nous l'avons déjà dit, l'Irlande, le tigre celtique, n'est pas un pays européen comme les autres. Elle ne l'a jamais été. Ayant récemment connu un effondrement des prix de l'immobilier et une dépression économique, l'Irlande semblait être le candidat idéal pour bénéficier d'une injection de liquidité dont elle avait tant besoin. Mais les étrangers n'ont pas tenu compte d'un certain nombre de facteurs. Le fait est que, sur les 50 premières entreprises présentes sur le sol irlandais, 25 appartiennent à des multinationales américaines. Cela signifie que si l'Irlande choisissait l'argent facile, 80% de ses recettes fiscales sur les entreprises disparaîtraient du jour au lendemain. En d'autres termes, ne mordez pas la main qui vous nourrit. En outre, si l'Irlande décidait de prendre cette mesure, il y a de fortes chances que son taux d'emploi chute de 10% à la seconde où elle signerait les papiers. En outre, si l'on garde à l'esprit que cette hospitalité a aidé l'Irlande à se redresser au cours de la dernière décennie, il est logique que le gouvernement irlandais n'ait pas été en mesure de prendre les choses en main. Au lieu de cela, il a choisi d'utiliser la souveraineté nationale comme levier, en faisant tout ce qui était en son pouvoir pour éviter d'infliger des amendes aux entreprises qui utilisent leur pays pour héberger leur propriété intellectuelle. Mais ce n'est pas la seule astuce utilisée par l'Irlande pour gonfler sa valeur sur la scène internationale. L'avantage le plus notable qu'elle possède, et qui ne retire pas autant l'attention, est peut-être sa mainmise sur l'industrie mondiale du transport aérien. Tout a commencé lorsque l'Irlande a créé la zone franche de l'économie de Shannon, un parc pour les industries qui ne taxaient pas les produits manufacturés tant qu'ils ne quittaient pas le territoire désigné. À l'époque, de nombreuses puissances en sont données à cœur joie, car les droits de douane élevés étaient devenus monnaie courante dans de nombreux pays du monde occidental. Cette décision, bien qu'elle n'ait pas été pleinement comprise à l'époque, allait jeter les bases de la suprématie de l'aviation moderne. Pour mieux comprendre cela, nous devons nous pencher sur l'histoire récente de Bonza Airlines, une nouvelle compagnie aérienne à bas prix prometteuse, originaire d'Australie. La campagne de marketing était incroyablement efficace, vantant les mérites d'uniformes décontractés et de tarifs réduits pour les vols à destination des villes régionales. Tout était prêt pour le lancement, car un grand nombre de clients commençaient à se préparer à des vacances bien méritées dans un monde post-pandémique. Jusqu'à ce que de nombreuses personnes arrivent et constatent que tous les vols de Bonza avaient été annulés. Les médias se sont rapidement emparés de l'affaire, relatant la déception ressentie par de nombreuses personnes lorsqu'elles ont appris que leur voyage n'était plus possible, 10 minutes seulement avant l'embarquement, laissant de nombreuses personnes bloquées sans aucun moyen de rentrer chez elles, et vice-versa. C'est à ce moment-là que le public a découvert que Bonza s'était mis sous administration volontaire. En conséquence, les avions ont été récupérés et expédiés à des compagnies aériennes polonaises. C'est un phénomène courant pour de nombreux petits transporteurs à bas prix. Mais quel est le lien avec l'Irlande ?
Encore une fois, pour faire simple, la société qui possédait ces avions était une entreprise basée à Dublin appelée AIP Capital, une société de leasing qui est un gestionnaire d'investissement alternatif axé sur les opportunités dans l'aviation commerciale. Avec 51 actifs majeurs et une flotte d'une valeur déclarée de 2,4 milliards de dollars, AIP profite de la zone franche susmentionnée, mais elle n'est pas la seule. Les avions coûtent très cher. Ils sont si chers que la plupart des compagnies aériennes à petit budget ne possèdent pas les avions qu'elles utilisent pour transporter leurs clients. Pour cette raison, elles sont obligées de les louer à des sociétés de crédit bail aérien non descriptives comme AIP pour rester compétitives. Comme on peut s'en douter, la plupart de ces sociétés sont situées en Irlande, car ce pays dispose d'aéroports spéciaux appelés freeports, où les avions peuvent être enregistrés sans payer de taxes. Tout comme la mise en place de structures fiscales spéciales pour les entreprises technologiques internationales telles qu'Apple, qui souhaitent disposer d'une base éloignée pour héberger leur propriété intellectuelle, cette structure a permis à une poignée d'entreprises d'investir dans les avions. De la même manière qu'un propriétaire investirait dans des appartements et les louerait. C'est pour cette raison que la plupart des pays ont vu apparaître des compagnies aériennes à bas prix avec des publicités prometteuses pour renverser les monopoles, pour les voir repartir aussi vite qu'elles sont arrivées. Nous avons donc abordé la question de la fiscalité des entreprises et du paradis du leasing aérien, qui a valu à l'Irlande le fameux surnom de tigre celtique. Mais à quoi ressemble vraiment le pays sans les joueurs les plus riches qui font transiter leur argent par l'île d'Émeraude ? Si l'on s'éloigne des interminables traces écrites, la situation de l'Irlande est plutôt sombre. En vérité, au-delà des avantages susmentionnés en matière d'emploi, l'implication étrangère ne présente aucun avantage net pour le pays. Du moins, pas à l'heure actuelle. Pour tenter d'y remédier, l'Irlande s'est récemment efforcée de transformer cette valeur sur papier en quelque chose de plus tangible. L'un de ces efforts est le Future Island Fund, un fonds souverain qui peut théoriquement atteindre 100 milliards d'euros d'ici 2035. Dans une déclaration, le ministre irlandais des Finances, Michael McGrath, a indiqué que le gouvernement alimentera le fonds avec 0,8% du PIB généré par les recettes excédentaires de l'impôt sur les sociétés à partir de 2024. À première vue, cela semble être une idée merveilleuse. Mais il s'agit d'une décision qui suit directement les tentatives de l'Union européenne de faire accepter à l'Irlande une manne fiscale. Une décision qui punirait les principales alliances d'entreprises de l'Irlande. Sachant cela, il est raisonnable de supposer que le fonds souverain serait perçu comme une gifle par la Commission européenne et isolerait sans aucun doute encore plus la petite île. Personne ne peut prédire l'avenir, encore moins les économistes. Mais si l'Irlande devait poursuivre dans cette voie, il y a de fortes chances que les relations avec l'Union européenne soient tendues au point que des projets immédiats plus réels, susceptibles d'aider le peuple irlandais, soient écartés. Il ne s'agit là que de l'une de nombreuses variables entrant en ligne de compte dans les interactions tendues entre l'Irlande et le reste de l'Europe. Une autre situation qui se dessine est l'effort mondial pour éliminer le légendaire taux d'imposition de 12,5% de l'Irlande mentionné plus tôt dans la vidéo. En 2021, l'Organisation de coopération et de développement économique a proposé un taux d'imposition mondial minimum obligatoire de 15% pour les sociétés, dans une démarche qui ne visait pas si subtilement la stratégie irlandaise des sociétés holding, et qui obligeait théoriquement les sociétés à payer des impôts qu'elles évitaient grâce aux nombreux échappatoires du tigre celtique. Pour sa défense, l'Irlande a accepté cet effort d'instauration d'un taux d'imposition minimum mondial, bien que l'on ne sache pas exactement dans quelle mesure elle a subi des pressions de la part d'autres pays. Comme indiqué précédemment, ce système existe depuis une dizaine d'années, et l'Irlande semble être prise entre le marteau et l'enclume. Continuer à encourager les investissements étrangers, tout en défiant l'autorité de la plupart des gouvernements occidentaux, au point de se faire un certain nombre d'ennemis économiques. L'un des principaux acteurs de ce jeu, les États-Unis, a également déployé un certain nombre d'efforts contre les tigres celtiques, en rendant tout simplement illégal un grand nombre des astuces qui étaient autrefois les plus importantes. La loi américaine de 2017 sur les réductions d'impôts et les emplois est peut-être la plus remarquable. Ce texte législatif visait presque directement les magouilles qui se déroulaient en Irlande. Elle disait en substance aux entreprises « Ramenez votre argent aux États-Unis et vous pourrez vous en tirer avec un taux d'imposition inférieur à la normale », jouant en fait le même jeu que l'Irlande. Mais il y a un gros problème. Ces batailles, qui tentent d'encourager l'exode des entreprises d'une nation ou d'une autre, mettent en évidence un problème majeur dans la manière dont nous traitons systématiquement la géopolitique. La course à la réduction de la fiscalité dans ce sens est une course vers le bas, qui ne profite en réalité qu'à ceux qui trichent dans ce jeu de plus en plus problématique. En bref, aucune de ces brillantes cloches et sifflets du PIB n'a beaucoup d'effet sur le peuple irlandais, car plus de 90% de la richesse déclarée qui circule dans le pays n'atterrit pas dans les poches des citoyens. Aujourd'hui, l'Irlande a parcouru un long chemin depuis l'homme malade de l'Europe, mais elle est encore loin de la richesse fabuleuse que ses chiffres économiques suggèrent. C'est un pays européen ordinaire, avec beaucoup des mêmes défis que ses pairs, juste avec un nouveau plaquage étranger luxueux recouvrant son ventre mou.
Pour l'instant, le tigre que nous voyons est un tigre de papier. Qu'on le veuille ou non, cette illusion ne permet pas de mettre de la nourriture sur la table, d'améliorer les systèmes scolaires ou de renforcer les infrastructures qui s'effondrent. Nous avons récemment réalisé une vidéo sur les Pays-Bas, le partenaire fiscal de l'Irlande à bien des égards. Mais nous ne pouvons pas les qualifier de crimes, alors disons simplement que vous devriez pouvoir cliquer sur cette vidéo sur votre écran. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ciao.